Coach, bonjour. Quels enseignements vous tirez de cette campagne de Ligue des Champions et qu'est-ce qu'il faudra éventuellement changer si jamais l'OM doit la rejouer la saison prochaine qu'est-ce qu'il faudra changer pour espérer mieux, que ce soit dans la préparation, peut-être le mercato ou même le jeu. Voilà. Bon, ça va être la première, évidemment. Je vais répondre à la question des autres sur ce sujet, mais ça va être la première et dernière demande sur la Ligue des Champions. On a déjà beaucoup parlé de ça et je ne vais pas trop m'exprimer d'une chose qui était une tellement mauvaise expérience pour nous qu'il n'y a pas de très bonnes choses à rappeler. Bon, oui, des leçons pour le futur, ça c'est sûr. Sur l'aspect des petits détails qu'on a payé très cher. Des choses comme le marquage d'un corner, c'est une chose que dans la Ligue 1 on a toujours maîtrisé. On a payé cher ce type d'erreur. La manque de but, manque de percussion d'attaque, ça c'est une autre chose. La préparation du jeu, l'attente, évidemment, c'est une Ligue des Champions particulière à cause de l'absence des supporters. D'être joué dans un calendrier sémanal. Au contraire de 15 en 15 jours. Alors, toutes ces conditions ont donné cette expérience plutôt négative et difficile pour nous. C'était la fin d'une expérience mauvaise. Maintenant, il faut qu'on se qualifie une autre fois pour arriver et faire mieux. C'est la unique chose qu'on peut penser à faire tout de suite pour revenir sur une compétition qui est la plus haute d'Europe et démontrer qu'on est capable. Fabrice. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire dans un premier temps un point sur ton effectif? On a vu Jordan et Nemanja de retour ce matin, on n'a pas vu Hiroki. Et après Porto au Vélodrome, tu disais que c'était dur de remotiver tout le monde. Est-ce que là, maintenant que c'est fini, c'est toujours aussi dur ou c'est fini, au contraire, on est focalisé complètement sur le championnat et quelque part c'est plus simple? Dur à cause d'une autre fois du résultat, qui ne vient pas d'accord avec la prestation. Parce qu'on n'était pas tellement mauvaise pour prendre 3 buts. On a fait une bonne deuxième mi-temps, on était très, très motivés à l'intervalle, comme je vous avais dit, pour finir avec une situation qu'on ne méritait pas, parce qu'on a maîtrisé bien le ballon, on a eu un peu de chance. Et 3-0, c'est pas ce qui s'est passé dans le match. Alors, dur pour ça. Oui, il faut une autre fois reprendre la confiance. Pour ça, on va avoir besoin de victoires. Tout de suite contre Monaco, ça faisait du bien parce que je veux que cette groupe continue à toucher les distances pour la première place sans se compter avec les matchs qu'on est en retard. Et pour ça, c'était important de vite revenir avec une victoire. Sur le groupe, la nouvelle, Jordan, il est out de cette match parce qu'on pouvait le risquer, mais si on risque, on pouvait le perdre pour les prochaines 3. Alors on a décidé de le garder pour Rennes et pour la suite. Sur Nemanja, il va être hors par la même raison. Alors je suis confiant avec lui pour Rennes aussi. Et finalement, Saka, il est très fatigué. Normalement, il reprend toujours 2 jours pour bien récupérer. Mais il va être dans le groupe. Il est dans le groupe. Karim. Bonjour André. 2 questions, s'il vous plaît. La première sur la série de victoires de l'Olympique de Marseille en championnat. C'est 5 consécutives, mais ce ne sont pas des équipes qui luttent avec vous pour une qualification européenne. Là, Monaco, c'est une vraie opposition directe même si on est loin, pour la lutte pour le podium. Est-ce que vous avez hâte, est-ce que vous craignez un petit peu aussi cette opposition contre une équipe qui a moins de temps de jeu que vous ces dernières semaines et qui a pu se préparer différemment? Non, sur cet aspect-là, je suis confiant. On a toujours donné une bonne réponse physique, je n'ai pas de problème avec ça. Évidemment, la fatigue mentale peut s'installer, physique aussi. Mais l'horaire, c'est pas grand-chose une autre fois.
mais quand on pouvait jouer le dimanche parfaitement. Mais je ne suis pas trop préoccupé encore. Je pense qu'on peut donner une bonne réponse. Monaco, oui, ils ont beaucoup changé une autre fois pour le meilleur. Joue bien au ballon, une équipe qui maîtrise bien sa possession, beaucoup d'attaques. On veut profiter aussi d'un peu d'espace que Monaco donne parfois avec toute cette aventure vers l'avant, que parfois le fait ouvrir et subir des contre-attaques. C'est ça un peu que ça passait aussi à Lille. Ils ont un peu plus de difficultés avec le jeu et c'est ça qu'on veut profiter. Alors oui, un match important pour nous, 2 matchs contre les rivaux directs. Décembre, janvier et février vont être comme ça. Pour après, comme on a discuté ici déjà, à partir de mars, avoir pas des adversaires directs sur les mêmes objectifs. Ma deuxième question, il y a 2 suspendus demain, donc, parce que Dimitri Payet est suspendu et vous êtes suspendu aussi pour cette rencontre. Encore une fois, un peu comme l'année dernière, l'OM est l'équipe la plus sanctionnée dans le championnat de France de Ligue 1. Pourtant, vous avez 2 matchs de retard sur les autres et vous êtes devant les autres en termes de cartons. Comment on peut expliquer ça et comment on peut y remédier aussi? Je sais pas, on a eu cette discussion la saison dernière, on a fait notre présentation. Rien n'a voulu nous écouter, comme d'habitude. Pourquoi j'ai perdu ma tête à Nîmes? Parce qu'à 30 secondes du match, on a déjà un carton jaune qui sort de la poche de l'arbitre. Des choses comme ça, oui, ça semble... Bon, en première, il a une chose qu'on ne peut pas oublier. Que contre tous les rivals, on est les grands motivateurs de notre rival. Ça veut dire que contre Paris, tu as la grosse différence des écarts, que parfois ne laisse même pas les rivals rêver d'une victoire ou d'un match. Contre nous, c'est toujours l'OM. J'ai beaucoup discuté, par exemple, avec Rongier sur ce sujet. Qu'il disait que contre l'OM, c'est à fond, c'est à fond, c'est à fond. Et ça va être comme ça une autre fois. Et à cause de ça, peut-être qu'il y a une liaison avec le niveau d'agressivité. Parce qu'on doit subir aussi notre niveau d'agressivité. Et peut-être c'est lié à ça. Mais oui, c'est logique, c'est un fact. Il est là, il est présent. Je ne vais pas demander à les arbitres français de changer. La unique chose que je voudrais changer, c'est 5 matchs pour une suspension et pas 3. Stanislas. Oui, bonjour André. Le point positif, si on peut dire, de l'élimination en Coupe d'Europe, c'était de se dire que le calendrier allait s'alléger. Ce n'est pas le cas du tout pour l'instant, puisque vous continuez à avoir des matchs le mercredi. Vous avez eu récemment l'annonce du match contre Lens tout début janvier. Oui. Et à nouveau le Trophée des Champions le 13 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais avoir votre avis sur ce match-là, sur le fait de poser ce match-là à ce moment-là du calendrier. J'étais perdu parce que j'ai pensé à une chose que je voulais dire. Il y a eu le match en retard contre Lens qui a été appliqué Oui. début janvier. Et cette semaine, on a appris qu'il y avait le Trophée des Champions contre Paris. Ah, oui, le 13. Oui. Voilà. Donc je voulais avoir votre avis sur ce point de calendrier du Trophée des Champions et plus généralement sur comment vous allez continuer à gérer physiquement et mentalement, vous l'avez dit aussi, le calendrier. Alors, première chose, là, le 3 janvier, je pense que c'est un match Media Pro, si je ne rate pas. Que malheureusement, aujourd'hui, on a eu la confirmation des mauvaises nouvelles qu'on attendait. En première, en mode soutien à tous les journalistes qui maintenant se trouvent sans travail aussi. Les experts, les journalistes, les personnes d'édition et de gravation, je pense qu'on peut dire comme ça. Tous les employés, en mode de soutien et de courage à eux. Deuxième chose, je ne sais pas si c'est possible ou non que ça nous ouvre une opportunité de renégocier cette date ou non. Peut-être que je dis la plus grande connerie du monde. Mais je vais avoir Jacques-Henri pour savoir si c'est possible ou non. Troisième chose, le trophée de champion, oui, janvier va être dur à cause de cette calendarisation. C'est vrai que je voulais
qu'on joue tout de suite 7 matchs, mais c'est vrai qu'ils sont tous condensés maintenant en janvier. Plus on n'a pas la confirmation ou non de la Coupe de France avance ou non. Alors ça veut dire oui que peut-être n'être pas dans la Coupe européenne va améliorer les choses après pour février, mars, etc. Mais ça semble lourd aussi pour les autres équipes qui sont encore dans cette compétition, Paris Saint-Germain, Lille, etc. Mais oui, dur, difficile, à cause de ce qu'on a parlé sur notre méthode. Normalement, on n'a pas de problème sur la surcharge des matchs. Il va falloir peut-être une bonne rotation, mais jusqu'à ce moment-là, on était capable toujours de donner des bonnes réponses, même quand on joue 3 jours après. Jean. Justement, c'est ma question sur cette méthode pour enchaîner les matchs, c'est le fait que vous avez globalement évité les blessures musculaires, sauf à Mavi et Radonjic, qui visiblement sont des blessures musculaires. Est-ce que vous pouvez nous développer cette méthode? Radonjic, c'est sélection nationale. Ouais, pardon. Ok. Est-ce que vous pouvez nous développer cette méthode pour éviter les blessures? Nous expliquer comment vous faites? Non, regarde, on a parlé de ça, on est plutôt dans la précision tactique. Ça veut dire qu'on ne privilégie pas un aspect individuel sur la préparation des jeux. Toute notre préparation est liée à le jeu et tout vient en conséquence de ça. Ça veut dire que chaque exercice a une contemplation de tous les ingrédients d'un match, si on peut dire comme ça. Ça veut dire que la préparation physique vient liée au modèle de jeu, à une bonne gestion des timings de récupération. C'est une chose que normalement on permet toujours à mes équipes d'être dans le top 3 de la UEFA Medical Report pour la Ligue des Champions. Au Zénith, on a battu tous les records, disponibilité des joueurs, entraînement et match. Et à l'OM, j'attends le dossier de l'UEFA à la fin de l'année pour regarder où est-ce qu'on a tombé. Mais normalement sont des très bonnes choses pour nous. Ça nous permet d'éviter des blessures. À cause de ça, tu as tout le monde disponible. Et normalement, ça peut traduire en gagner plusieurs matchs. Pas dans la Ligue des Champions, évidemment. Mais j'espère pour le championnat, pour la suite. Romain. Bonjour coach, 2 petites questions. Tout d'abord, vous avez parlé des latéraux, Jordan Amavi qui pourra pas jouer, Sakai qui est très fatigué. Donc il y en a un qui va monter dans la hiérarchie. On pourrait penser qu'il y a un petit match entre Christopher Roca et Saïf Kawi, donc savoir quel est celui qui va intégrer, on va dire, le groupe et la rotation va être dans les 3. Et j'avais une question, alors c'est pas une critique, c'est juste pour comprendre. Pourquoi Dimitri Payet est sorti du dernier match alors qu'il est suspendu? Est-ce que c'était pour que les joueurs s'habituent à jouer sans lui, ce qui sera le cas Non. Non, là, bon, il est sorti un peu dessus, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pensé là? J'ai pensé à changer pour le losange et attaquer un peu plus. On était mené 1-0, on savait le résultat de l'autre côté. Je voulais tout de suite revenir sur le losange avec 2 attaquants. Et ce que ça passait, c'est une autre fois, le moment qu'on a mis 2 attaquants, on a subi le deuxième but. C'est précisément pareil comme le match à la maison. C'était pour ça. Et après, j'ai fini avec les 2 attaquants, là, Ake et Dario. C'était ça l'intention. En première était Valère et Thomas. Quand on a changé à le losange. On a senti un peu... qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti qu'il perdait de plus en plus de l'influence du jeu, commençait à venir court et j'ai fait un changement pour avoir un peu plus de profondeur. C'est vrai qu'on a perdu aussi sa capacité de tenir le ballon. Ça, c'est vrai aussi, que nous a manqué après pour la suite. Mais oui, c'était ça l'idée. Pour le latéral, bon, je ne sais pas si vous savez, mais Christian Roquier, il a été opéré. Il fait 3 semaines. Est-ce qu'on a trouvé la cause de toutes ces blessures musculaires dans le passé? On a décidé de l'opérer. Il va être prêt en janvier et on va finalement chercher l'option pour lui pour sa session. Je
pense que donc ça c'était plutôt clair avec lui, s'il veut peut rester ici avec nous, mais ça c'était la décision qu'on a prise pour son futur. Sur Kawi, Yuto a encore un avantage sur lui. Il reste un mec qui est toujours disponible pour moi dans différentes positions. Dernière entrée à Strasbourg, différentes positions, parce qu'en la sélection, il joue dans sa position naturelle, ailier droite, avec moi plutôt latéral gauche. C'est bien qu'à Strasbourg, il a entré dans cette position. Mais oui, un mec disponible, mais que normalement, ça doit être Sakai Yuto pour ce match et pour la suite. Nico? Je reviens s'il vous plaît sur l'annonce de la fin de Téléfoot. Et donc, Oui. vous en aviez parlé un peu plus tôt même dans la saison. Simplement là, vous avez évoqué les gens qui y travaillent, tout ça. Mais est-ce qu'on peut savoir ce que ça vous inspire, savoir si c'est une source d'inquiétude, d'étonnement ou quel regard vous portez sur cette... Oui, inquiétude sur la stabilité financière des clubs. On a un peu de chance ici. Parce que jusqu'à ce moment-là, on a un propriétaire qui continue à mettre de l'argent pour tenir le club, les salaires et les salariés. Mais une autre fois, ce n'était pas en discussion 7 mois-là pour nous. Tout s'était payé, continue à être payé de la même façon. Oui, on a un peu de chance pour cette question parce que, au contraire de Monsieur Rores, Macourt continue à faire, à soutenir les choses qu'il est contracté. Ça change un peu de ce que l'autre a fait. Oui, Dior, évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qui se peut passer pour la suite. On doit faire confiance maintenant à la Ligue et à la présidente des clubs pour arriver à un accord pour le futur des droits de TV du championnat français. Flo? Ouais, André, bonjour. J'ai 2 questions. Il y en a une qui est extra sportive, je vous la pose tout de suite. Ça concerne l'engagement des joueurs dans tout ce qui est sujet de société, politique, etc. Bon, on a vu ce qui s'est passé au Parc des Princes mardi, évidemment. Là, il y a Antoine Griezmann qui s'est désolidarisé d'un de ses sponsors, Huawei, pour soutenir une minorité en Chine. Est-ce que vous encouragez les joueurs justement à sortir de leur statut unique de footballeur pour s'engager dans des sujets de société comme cela? Est-ce que pour vous c'est important? De ma part, non. Je défends les choses que je pense que je soutiens, mais je ne pousse pas les joueurs à faire. Je pense que le joueur doit être lui-même, comme professionnel et homme de représentation sportive et humaine, doit faire le mieux possible et donner le meilleur exemple possible. Mais je ne me mets pas sur les choix politiques de chacun. Chacun ses idéologies et ses cultures. Sur Elle n'est pas arrivée encore. Bruno? Non, mais il avait quelque chose que je voulais... sur le Parc des Princes. Bon, ça, j'ai parlé aussi déjà dans ta chaîne à Manchester. Mais bon, j'ai eu une mixte sensation en regardant ce qui s'est passé à la Parc des Princes. Sensation de tristesse à cause de l'incident. C'est grave. Il n'a pas l'espace dans le foot, dans la société pour des choses comme ça, que malheureusement continuent à se passer. Heureux pour la réaction et courage des 2 équipes de sortir de la pelouse, en mettant un peu plus de pression à l'UEFA pour faire des bonnes sanctions, parce que ça semble que manque toujours pour ce type de cas. Et finalement, beaucoup de préoccupations, parce que chaque personne doit avoir un peu de marge sur ses erreurs. Et je pense que l'arbitre, il a beaucoup souffert de ce que j'ai lu aussi dans sa vie. Il s'est raté, il a le droit de s'excuser, pardon, merci. Et j'espère que, sincèrement, je suis préoccupé parce que tout le monde
quand tu es attaqué par la vie publique sans avoir tous la conscience de ce qui s'est passé, c'est plutôt facile de tomber d'un ou l'autre côté. Et là bon, j'espère qu'il va assumer son erreur grave, qui va être bien sanctionné et doit être bien sanctionné, mais qu'on pense aussi à lui, à leur famille, à ses enfants, je ne sais pas si là ou non. Mais bon, c'est ça. Une autre question, du coup, une deuxième, très sportive. Est-ce qu'on a presque un match, pas pour le titre, mais est-ce que ce Marseille-Monaco, l'ambition et ce classement serré, donne vraiment des allures de choc, de haut classement à ce Marseille-Monaco? Est-ce que tu as l'impression de jouer là un match qui peut compter plus tard, pourquoi pas pour le titre? C'est pas maintenant ce qu'on a. J'ai regardé les 4 matchs jusqu'à la trêve de Noël des 5 premières équipes. Bon, on a tous les gros sauf Lyon qui ont match direct, en confrontation directe. Bon, Lille doit aller à Montpellier jusqu'à la fin jusqu'à le 23. Mais je ne sais pas, bon, on commence à parler peut-être trop du titre. On est à côté de Paris Saint-Germain, mais le moment que Paris Saint-Germain s'éclate dans ses résultats, ça va être toujours la même chose. Ils vont éclater, non? Ils vont se séparer de nous et bye bye, on ne parle pas non plus. Alors non, ce que je veux est maintenant être à côté du top. Normalement, on doit être fort contre les adversaires directs, les quitter un peu d'espoir. On a vu bien comme ils ont bien revenu, comme ils jouent bien au ballon, comme ils sont là et aussi ont de la régularité des résultats. Et c'est ça qu'on veut mettre une arrête. Après, je ne pense pas que ni nous ni Monaco pensent maintenant qu'on doit gagner 7 matchs pour être champion de France. Je ne pense pas que c'est le cas. Ce que tous nous veulent, c'est être qualifié pour la Ligue des Champions. Et normalement, dans cette confrontation directe, c'est pas perdre trop de points. Et une victoire, ça serait exceptionnel. 3 dernières, Bruno, Nassim et Mathieu. Coach, bonjour. On a l'impression que Pipa Benedetto est beaucoup plus à l'aise dans le jeu. Il y a ces 2 buts là qu'il vient d'inscrire. Et qu'il est peut-être plus à l'aise depuis que vous avez changé votre schéma tactique. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Et est-ce que peut-être vous l'avez changé aussi peut-être un petit peu ou beaucoup pour lui ou pas, ou juste pour l'équilibre de l'équipe? Non, on n'a pas changé pour lui, mais on a parlé de ça à la fin de la saison dernière, dans le dernier match, quand on a fait le même changement à 4-2-3-1 pour avoir un joueur plus à côté de lui. C'est pour ça qu'on a eu peut-être une amélioration des choses dans le dernier match, sauf évidemment la défaite contre Nantes saison dernière. Mais oui, on a senti que parfois il se sentait plus à l'aise avec un numéro 10 à côté de lui. Quelqu'un qui peut faire les espaces pour lui à la profondeur et pour les combinaisons aussi. Et oui, je pense que maintenant on veut qu'il retrouve la confiance. La confiance normalement vient avec le but. Il se trouve dans un bon moment. Mais non, j'ai pas changé seulement à cause de lui. C'est aussi à cause des suspensions de Dim, des différentes dynamiques, d'essayer plusieurs choses, de profiter de la force du milieu quand on a fait le losange. Plusieurs choses, différentes choses, mais pas seulement pour lui. Nassim. Coach, bonjour. Vous avez récemment évoqué des négociations concernant votre prolongation. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance vers une prolongation à Marseille? Est-ce que vous conditionnez ça à une nouvelle qualification en Ligue des Champions, au projet, aux moyens que le club va vous proposer? Voilà, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous disiez ok, je reste? On va voir. Maintenant, c'est tous aussi comme ça. On attend plus ou moins. C'est bon aussi de regarder qu'est-ce qui se va passer. Je pense que plutôt février, on a plus ou moins la notion où est-ce qu'on est sur le classement aussi. Je pense que la prochaine année pour l'OM va être l'année 0. Beaucoup de changements. À cause évidemment un financial fair play, 2 ce qui s'est passé cette année, j'espère 3 finalement l'arrêt du Covid,
4 rénovations ou non des joueurs, plusieurs joueurs qui sont en fin de contrat. Qu'est-ce qui se va passer si oui, si non? Alors oui, ça peut être une année importante pour le club. On est tous conscients de ça. On travaille aussi déjà pour le futur du club. Et moi et Pablo avec les échanges. On a beaucoup bien fait dans le mercato sur le futur, mais la prochaine année encore plus. On doit faire encore plus sur cet aspect. Alors, on va voir. Pablo était à Lisbonne. Après, mes agents ont été ici. On attend plus ou moins qu'est-ce qui se va passer. C'est ça, je ne sais pas. Allez Mathieu, on finit avec toi. Coach, il y avait 2 questions qui vont un peu se rejoindre sur le même thème. La première, vous avez parlé de tes discours de remobilisation par rapport à Dario ou Dimitri quand ils étaient un peu dans le doute. Quels vont être tes échanges un peu avec Florian Thauvin, qui lui est dans un cas un peu spécifique, c'est-à-dire qu'en Ligue 1, maîtrise son sujet depuis longtemps, il attendait la Ligue des Champions pour prouver un peu sa valeur, et il s'est un petit peu manqué, donc comment tu vas travailler avec lui sur ça? Et j'en ai une deuxième qui te correspond aussi, toi et ton rapport au groupe, c'est, tu avais dit à tes joueurs, quand tu hésitais à revenir en mai, j'ai le choix entre la raison, c'est-à-dire suivre Zoubi, et le cœur. Le cœur, c'est aller sur une campagne de Ligue des Champions avec vous et aller au bout de l'aventure. Maintenant que cette campagne est terminée, quel va être ton moteur à toi et les ressorts que tu vas essayer d'appliquer à ton groupe? Bon, première question sur Flo. C'est vrai que la situation contractuelle n'aide pas. Parce que ça porte toujours beaucoup de questions, d'incertitudes. Je pense que Flo est un joueur expérimenté pour savoir faire la distinction des choses. Il continue à être performant dans la Ligue 1 pour nous. Performant et important. Dans la Ligue des Champions, ses performances viennent à côté de l'équipe. Ok, les mêmes choses. Tous nous, on peut faire beaucoup mieux. Deuxième chose, beaucoup de malchance aussi pour lui. Mais oui, pas le niveau qu'il est capable, ça c'est sûr. On est tous dessus de rêver tellement avec cette aventure et de la finir comme ça. Alors, sur sa question contractuelle, bon, j'ai passé le même message à la direction et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est intéressant pour lui ou non, quelle est la meilleure décision pour le futur. Mais c'est vrai qu'on a besoin de lui à un niveau top pour continuer à être performant dans la Ligue, que maintenant reste notre principal objectif. Et j'espère qu'il a conscience de ça. Et je sais que oui. Ma relation avec lui, c'est une relation comme j'ai avec les autres, avec Payet, Dario, comme tu as parlé. On parle beaucoup, on échange beaucoup sur ses performances aussi. Et je pense que c'est plutôt le but que ça peut arriver, j'espère. La autre question, motivation pour nous, c'est trophée de champion qu'on veut absolument porter dans notre main. Ça, c'est un premier objectif. On a beaucoup parlé de ça. Et évidemment, si on est capable de qualifier l'OM en 2 saisons tout de suite dans la Ligue des Champions, ça, c'est un gros exploit. Ce que je sens parfois est que les choses que cette club n'était capable de faire, maintenant, on les assume comme normales. Ça veut dire qu'il était un rêve pour nous de qualifier l'OM et maintenant doit être un rêve de gagner le titre. Sinon, c'est une faillite. C'est pas comme ça. Cette club a raté la Ligue des Champions pendant cette année. Les incompétents sont ceux qui ont été ici et n'étaient pas capables. Et c'est pas le contraire. Alors, on va continuer à batailler pour ça, pour mettre le club en passe sur l'aspect financier. Parce que le club est, comme vous savez, dans une très mauvaise situation à cause de Financial Fair Play. Ok, peut-être décision ici ou non. Mais il y a beaucoup de changements à faire. Et si on est capable de laisser le club qualifié avec un trophée dans les mains, rêver de faire quelque chose à partir de mars, c'était, je pense, une grosse exploit. C'est ça qu'on parle entre nous. La unique différence, c'était cette dynamique de Ligue des Champions des défaites nous ont fait beaucoup du mal.
Parce que être irrégulière dans une équipe de haut niveau, c'est le pire de la situation. Et vous avez bien regardé le fait que par exemple, ça a eu une équipe comme Rennes qui a bien commencé le championnat et maintenant se trouve dans une position qu'on les attend de revenir, mais de manque de confiance. Et c'est ça. Jusqu'à ce moment-là, on était capable de revenir. J'espère qu'on peut donner une autre fois une bonne réponse.